Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Donc, bienvenue sur ce webinaire proposé par CSTB Formation qui a pour thème l'économie circulaire. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez correctement. Donc, pour ce webinaire d'une durée de 45 minutes, on a prévu un programme avec une présentation des enjeux du réemploi, un focus ensuite sur le diagnostic PEMD. Pardon, je vais activer ma caméra. Ensuite, en troisième point, je vous présenterai nos solutions de formation et enfin, on basculera sur un temps de questions-réponses. Donc, pendant ce webinaire, vos micros seront coupés, étant donné que vous êtes très nombreux. Et l'idée... Excusez-moi. Donc, comme je vous le précisais, je vais vous refaire le programme. Donc, on verra les enjeux du réemploi et on fera un focus sur le diagnostic PEMD. Ensuite, on verra les solutions de formation que nous proposons et enfin, on passera à un temps de questions-réponses. Donc, pour ce webinaire, je me présente Abou Traoré, je suis chef de projet au CSTB Formation et je serai accompagné de Sylvain Laurenceau. Sylvain, je te laisse te présenter du coup. Bonjour à toutes et à tous, donc Sylvain Laurenceau, moi je suis responsable de l'équipe économie circulaire au sein de la direction énergie-environnement. Et donc on a trois grands axes de développement autour de la connaissance des flux de matière, la valorisation de l'existant et puis tout ce qui va concerner ensuite l'éco-conception. Donc avant de commencer sur les enjeux du réemploi, j'aimerais vous faire participer par un petit sondage qui devrait s'afficher à l'écran. Donc, selon vous, la production annuelle de déchets dans le BTP est estimée à 16 millions de tonnes, 26 millions de tonnes, 36 millions de tonnes ou 46 millions de tonnes. Je vous laisse une quinzaine de secondes pour y répondre. Donc, selon vous, la production annuelle de déchets dans le BTP est estimée à 16 millions de tonnes, 26 millions de tonnes, 36 millions de tonnes ou 46 millions de tonnes. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps. Du coup, je repartage le sondage. Donc, au niveau du sondage, vous êtes donc 1% à avoir répondu 16 millions de tonnes, 10% à avoir répondu 26 millions de tonnes, 34% 36 millions de tonnes et 55% à avoir répondu 46 millions de tonnes. La bonne réponse, effectivement, c'est 46 millions de tonnes. Donc, effectivement, le secteur du BTP est un gros producteur de déchets et Sylvain vous présentera toute la nécessité et les enjeux du réemploi dans ce secteur. Sylvain, du coup, je te laisse prendre la main. Ça marche, ouais. Merci, merci à vous. Donc sur la partie réemploi, peut-être quand même commencer par rappeler que c'est une pratique ancestrale, hein, puisque ça a été c'est des pratiques qui étaient très standards, on va dire, historiquement, où on avait même jusqu'au 19e siècle des marchés qui étaient lancés pour les déconstructions. Donc les gens payaient pour avoir le droit de déconstruire un bâtiment et donc sous-entendu le droit de pouvoir récupérer les différents matériaux qui constituaient les bâtiments. Ensuite, on a quand même une tendance assez lourde avec
la baisse des prix des matières premières et l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, fait que on est passé du coup à d'autres logiques, d'autres modèles économiques, plutôt des pratiques de démolition, de stockage. Mais on a un regain du coup de l'intérêt autour du réemploi avec des questions de développement économique, des questions de maîtrise des impacts environnementaux, et puis également du coup à terme, on a vu là, ces derniers mois ou ces dernières années une augmentation, le fait que le prix des matériaux repartaient à la hausse, et donc on est aussi dans une logique de limitation au niveau planétaire de l'extraction des ressources. On a multiplié par près de 10 l'extraction des ressources en un siècle au niveau mondial. Donc on sent qu'on atteint quand même aussi un certain nombre de limites, et donc ce sujet du coût de la matière à moyen et long terme, il y a quand même une forte probabilité qu'il y ait une croissance, en tout cas, des prix des matériaux, de certains d'entre eux. Par contre, donc aujourd'hui, on part d'une situation où le réemploi, très clairement, c'est moins de 1% des flux de produits, équipements, matériaux de construction. Et 1%, c'est quand même plutôt une fourchette haute, avec une vraie disparité du coup suivant les types de produits. Mais on part de pratiques qui sont très peu, voilà, aujourd'hui qui sont très peu courantes, et donc on peut considérer comme innovantes, notamment sur la justification des performances des produits. Sachant qu'aujourd'hui, quand on parle de 1% de réemploi, il y a quand même beaucoup de cas de figure où on est sur notamment de la construction individuelle ou autre, et on se retrouve avec des justifications sur les performances des produits qui sont peut-être un peu moins fortes que ce qu'on peut avoir après sur d'autres types d'ouvrages ou d'autres. Et donc voilà, on est vraiment sur un regain, un renouveau de pratiques qu'on considère aujourd'hui comme innovantes, avec clairement des enjeux qui sont extrêmement variés. Des enjeux logistiques déjà en tant que tel, hein, parce on vient remplacer une logique d'économie linéaire où on produit, on transforme et puis derrière on démolit, on évacue, avec des logiques du coup d'économie circulaire où on vient mieux caractériser les matériaux, les produits, équipements, matériaux, les reconditionner, les remettre en forme, les transporter, les remettre en œuvre. Donc il y a vraiment une question logistique qui est centrale, avec derrière comment est-ce qu'on des sous-enjeux, donc comment est-ce qu'on stocke la matière, comment est-ce qu'on identifie du coup du foncier disponible, surtout si on est en centre urbain dense. Des questions de planning. On a quand même un consensus là pour considérer que le réemploi, en tout cas aujourd'hui, doit être anticipé au maximum si on veut maximiser les chances de réussite. Et donc, ça pose quand même un certain nombre de questions en termes de planning et d'organisation de l'opération. Un enjeu après d'acceptation sociale, est-ce qu'on est prêt, entre guillemets, à accepter des produits, équipements, matériaux de seconde main? On voit quand même qu'on n'a aucun problème à accepter des bâtiments de seconde main. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait à moyen terme des problématiques pour accepter des matériaux de produits, équipements, matériaux de seconde main, des questions juridiques, avec notamment la question du statut de déchet, la question du marquage CE. Enfin, la question du statut de déchet a été précisée notamment par la loi AGEC. Toutes les problématiques là, de logistique, de stockage, de gestion des plannings et autres, ça pose des questions de modèles économiques qui vont retrouver un peu reboucler un peu avec l'ensemble des enjeux. Hein. Donc, comment est-ce qu'on développe des modèles économiques pour le réemploi quand historiquement voilà, le prix de la matière a baissé par rapport au prix de la main-d'œuvre. Quand on va parler de réemploi, on va avoir un levier de création d'emplois et donc de passer de dépenses d'achat de matière à des dépenses de reconditionnement, de caractérisation qui sont généralement plus intensives en emploi. Et donc, comment est-ce qu'on équilibre derrière les modèles économiques? Et puis après, des enjeux plus, on va dire, techniques et sanitaires. Alors, au niveau sanitaire, il y a une question de protection de la santé, puisque les réglementations ont évolué du coup depuis la mise en œuvre la première mise en œuvre des produits qu'on va pouvoir réemployer. Donc, il va falloir s'assurer du fait que les substances qu'on considère aujourd'hui dangereuses sont bien absentes des produits, équipements, matériaux qu'on va souhaiter réemployer. Et puis derrière, un enjeu plus global de justification des performances des produits, donc ça peut être des performances sanitaires,
mais on va retrouver aussi toutes les performances techniques qui permettent du coup de justifier de l'aptitude à l'emploi ou de l'aptitude à l'usage du produit, équipement, matériaux qu'on va réemployer. Et donc de s'assurer derrière, enfin de rassurer l'ensemble du jeu d'acteurs sur le fait que les produits issus du réemploi ont bien des performances suffisantes par rapport à ce qu'on va en attendre. Et donc ça, c'est un enjeu vraiment fondamental sur lequel on a enclenché un certain nombre d'actions. Donc Abou, tu peux passer à la slide suivante. Où, voilà, peut-être pour revenir un petit peu aujourd'hui sur le réemploi, on a à peu près deux modes, schématiquement, on a deux modes opératoires hein, qui coexistent aujourd'hui. On a une approche qui est plutôt chantier par chantier. Donc, on va déposer un produit équipement matériaux d'un premier chantier pour ensuite éventuellement du coup derrière le caractériser, le transporter, mais le remettre directement en œuvre dans un chantier B. Donc, on est vraiment sur une approche chantier à chantier. On voit que certaines plateformes, notamment les plateformes numériques, ont pour objectif de faciliter l'adéquation offre-demande entre les gisements d'un côté et puis les besoins de l'autre. Et puis, on a une deuxième approche qu'on voit apparaître du coup de plus en plus, c'est le sujet du tiers-lieu de reconditionnement. Et donc, nous, on croit beaucoup au développement des tiers-lieux de reconditionnement pour massifier et sécuriser l'offre de produits, équipements, matériaux de réemploi. Donc, le tiers-lieu de reconditionnement, c'est un acteur intermédiaire qui va récupérer un certain nombre de produits sur des chantiers, ensuite les reconditionner, recaractériser les performances et derrière les remettre sur le marché. Donc, on n'y aura pas avec ce type de solution. Voilà, là, il y a des exemples, c'est clairement pas exhaustif. Hein, le projet FC RBE, par exemple, a recensé un certain nombre d'acteurs de revente qui revendent des matériaux de réemploi, donc ils sont présents sur le site de Opalis. Mais voilà, donc ça peut apporter des réponses, en tout cas, aux besoins d'adéquation offre-demande, en permettant du coup un stockage temporaire. Et puis un autre sujet qui est la garantie, quelque part, sur les performances des produits, équipements, matériaux qu'on va souhaiter réemployer. Et donc sur la slide suivante, voilà, si on est sur une approche chantier par chantier, on a des questions de passer un peu d'une approche au cas par cas, ce qu'on peut constater aujourd'hui, à une approche qui est plus générique, en mettant en place du coup sur les familles de produits propices au réemploi des guides et des méthodes, enfin en gros des méthodes qui sont partagées par tous les acteurs, qui permettent de dire que si on respecte ce protocole, on peut ensuite, enfin derrière, les performances des produits à réemployer sont bonnes. Sachant qu'on pourra toujours après au cas par cas déroger à ces guides en fonction des spécificités du chantier. Mais le fait de passer par une approche un peu plus générique et des règles partagées, ça permet déjà de limiter les risques et de faciliter l'acceptation de la justification des performances. C'est-à-dire que voilà, on saura qu'il y a au moins une méthode qu'on peut mettre en place pour justifier des performances. Et donc là-dessus, il y aura au moins une ou plusieurs solutions. Ensuite, ça permet aussi, le fait d'avoir précisé les choses, ça permet de préciser aussi le rôle de chacun, et donc le rôle et les responsabilités des différents acteurs de la chaîne. Et puis, on va retrouver après le dernier point, donc sur le sujet de l'anticipation, hein, qui est un point important sur le réemploi, le fait d'avoir des choses claires, ça permet d'anticiper et donc de définir de manière un peu plus précise, ce qu'on va viser dans les pièces de marché. Donc sur la slide suivante, là, c'est un peu la logique derrière qu'on défend pour vraiment pouvoir travailler sur ces sujets de justification des performances, qu'elles soient techniques mais également sanitaires, pour qu'on puisse du coup derrière avoir une approche un peu générique et qui permette de sécuriser, avoir une solution de base pour sécuriser le réemploi qui convient à tout le monde. Et donc de vraiment simplifier, faciliter les choses. Et donc cette approche, elle est globalement en 4 étapes. La première étape, c'est déjà de dire qu'on ne peut pas parler de réemploi au sens large. Si on veut rentrer dans le détail, il va falloir avancer famille de produits par famille de produits. Et donc d'identifier déjà a priori les familles de produits les familles de produits qui sont
a priori propices au réemploi, pour des questions de modèle économique, pour des questions de justification des performances, pour des questions d'impact environnementaux, pour des questions de simplicité logistique. Il peut y avoir plusieurs critères, mais déjà d'en identifier un certain nombre. Donc là, on commence à avoir une forme de consensus qui est en train de s'établir autour d'une dizaine, d'une vingtaine de familles de produits qui sont identifiées notamment par les acteurs du réemploi comme les plus pertinentes pour démarrer dans un premier temps, parce que c'est là où on va avoir une demande qui est la plus forte. On va avoir des performances techniques qui sont justifiables, on va avoir des impacts environnementaux et autres. Donc voilà, il y a une première étape, donc identifier des familles de produits. Là, on arrive à peu près à un consensus sur des premières familles à cibler. Deuxième étape, c'est de se dire que sur chacune de ces familles de produits, il va falloir qu'on développe des guides pour proposer un mode opératoire qui permette de justifier des performances et donc derrière de l'aptitude à l'emploi des produits, équipements, matériaux issus du réemploi. Et donc ces guides, le principe c'est de couvrir déjà l'ensemble des étapes, donc du diagnostic du produit dans le bâtiment existant jusqu'à la remise en œuvre dans l'ouvrage de destination, et donc de pouvoir proposer en fait un mode opératoire pour diagnostiquer, pour déposer, pour stocker, pour justifier des performances, pour transporter, pour remettre en œuvre et faire en sorte qu'on ait un consensus sur le mode opératoire qui permette de dire, une fois que ce protocole est respecté, entre guillemets, les performances des produits sont justifiées et donc leur aptitude à l'emploi peut à ce moment-là être prouvée. Et donc il y a un élément du coup un peu fondamental dans ces guides-là, c'est de pouvoir identifier déjà les performances qu'on va avoir besoin de justifier par rapport aux usages qu'on va pouvoir envisager, et derrière de proposer des modes de preuve pour justifier de ces performances. Et donc voilà, là il y a vraiment on va dire des innovations qu'on peut apporter par rapport à un process un peu plus courant qu'on peut voir en termes de réalisation d'échantillonnage, de réalisation d'essais. Des exemples de guides, il y en a qui ont été publiés par la Fondation Bâtiment Énergie au début de l'année 2021. Donc, il y en a d'autres qui sont en cours avec des acteurs, notamment le booster du réemploi, qui prévoit la publication d'un certain nombre de guides auxquels on a également contribué. Le projet européen FCRBE, qui du coup se finit à la fin du mois de novembre, donc c'est vraiment dans pas longtemps, sur lequel il y a un certain nombre d'ouvrages autour du réemploi qui sont proposés, dont une petite quarantaine de fiches matériaux, donc de fiches produits, pour préciser un peu aussi ces éléments-là. Et donc, par exemple, dans les guides de la Fondation Bâtiment Énergie, on va notamment retrouver des tableaux qui disent qu'est-ce qu'on doit diagnostiquer dans l'ouvrage existant pour faciliter du coup l'analyse du potentiel de réemploi. Quelles sont les performances qu'on va devoir justifier par rapport aux utilisations qu'on va pouvoir envisager des différents produits. Et puis derrière, pour chacune de ces performances, de proposer du coup des modes de preuve. Ça peut être de dire que dans certains cas, les documents historiques qu'on peut collecter, si on est capable de les collecter, sont suffisants. Ça peut être de considérer qu'il y a des autocontrôles ou des contrôles visuels qui peuvent apporter des informations. Et puis, ça peut être aussi de considérer qu'on a besoin de faire un process d'échantillonnage et d'essai pour s'assurer du coup de la performance. Ensuite, voilà, donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'arriver à sécuriser le process en mettant un peu tout le monde autour de la table pour développer un guide qui propose un mode opératoire. Après, l'objectif, c'est d'arriver à les faire reconnaître ensuite ces guides pour faire en sorte qu'on rentre, entre guillemets, dans le champ des techniques courantes et du coup qu'on puisse, au travers de la reconnaissance de ces guides, avoir une forme rentrer dans un schéma classique, notamment au niveau assurantiel, à partir du moment où on respecte les protocoles qui sont préconisés par les guides. Et donc voilà, cette étape de reconnaissance, elle est quelque part essentielle pour rentrer dans un cadre très standard, on va dire, de schéma assurantiel et du coup de partage des responsabilités entre les différents acteurs. Et puis la dernière étape, c'est aussi de dire que sur
Sur le réemploi, on est aussi aux prémices là, de la réémergence de ces pratiques. Et donc, on a besoin de pouvoir capitaliser les retours d'expérience, de pouvoir capitaliser les modes de preuve pour potentiellement, du coup, dans le temps, faire évoluer les différents modes de preuve vers une forme de simplification si on se rend compte qu'on atteint, par exemple, toujours les mêmes résultats ou que les performances sont toujours justifiées dans la totalité des cas. Voilà. Mais c'est au travers de cette capitalisation qu'on puisse du coup faire évoluer aussi les modes de preuve et adapter les guides vers plus de simplicité. Donc ça, voilà, c'est la logique générale. On peut regarder sur la slide suivante. C'est une forme de détail, hein, mais comme je le disais, on vient préciser l'ensemble. L'objectif, c'est de pouvoir préciser l'ensemble des étapes du diagnostic, derrière l'évaluation des performances et des modes de preuve. Donc en reprécisant quelles performances on a besoin d'évaluer, avec une forme de criticité derrière les performances, suivant qu'elles soient réglementaires, en lien avec la sécurité des personnes, en lien avec l'aptitude à l'emploi, purement esthétique. Enfin, voilà, suivant les types de performances, on peut avoir des modes de preuve aussi qui sont différents, ou en tout cas s'assurer d'un encadrement du risque plus ou moins, voilà, des modes d'encadrement du risque qui doivent être un petit peu différenciés. Et puis derrière, pour chacune de ces performances, quel mode de preuve on peut mettre en place. Est-ce que si on arrive à récupérer, par exemple, les DOE, ça peut être suffisant pour certaines performances? Est-ce qu'il faut qu'on aille jusqu'à la réalisation d'essais ou pas? C'est vraiment d'arriver à préciser tout ça, sachant que derrière, on a aussi, comme je le disais, tout ce qui va concerner la dépose, le stockage, le transport et puis la remise en œuvre. Donc ça, c'est un schéma qui vient un peu schématiser à peu près les 4 grandes étapes que je présentais tout à l'heure, sachant que l'étape de reconnaissance des guides permet de passer de la logique de technique non courante à technique courante et donc de rentrer dans un schéma très classique et très simple, voilà, pour après faire en sorte qu'on puisse passer vraiment d'une logique de cas par cas à une logique plus, qui permet de passer à une forme de massification. Sachant que derrière, voilà, la capitalisation permettra aussi d'avoir des enseignements pour le sujet de l'éco-conception, et donc notamment le fait de maintenant travailler sur des produits qui sont dont la fin de vie optimisée, donc aller vers des produits plus démontables, plus facilement réemployables, potentiellement plus facilement recyclables, mais voilà, d'avoir des enseignements sur l'éco-conception. On a notamment des travaux pour caractériser ce potentiel d'éco-conception. Sur les enjeux du réemploi, le sujet clé, c'est vraiment le partage des rôles et des responsabilités parce qu'on a certaines étapes supplémentaires qu'on va pouvoir avoir autour du stockage, du transport. Mais il y a un point important, c'est la justification des performances des produits. Aujourd'hui, on a notamment un industriel qui prend le rôle qui s'engage en fait à justifier les performances de ces produits. Dans le cas du réemploi, on peut avoir cet industriel qui continue à maintenir ce rôle s'il décide de mettre en place une forme de boucle retour et aussi une forme de centre de reconditionnement de ces produits pour ensuite les remettre sur le marché. Mais ça peut aussi être ce sujet de la justification, enfin la responsabilité sur les performances des produits, elle peut être prise par d'autres acteurs. Ça peut être sur les centres de reconditionnement, on peut avoir plusieurs types d'acteurs. On en voit notamment issus de l'économie sociale et solidaire, on en voit qui émergent, qui peuvent être de différentes natures. Donc ça, c'est dans le cas où on passe toujours par un tiers-lieu de reconditionnement. Dans le cas où on est sur du chantier à chantier, on va avoir du coup des besoins supplémentaires sur la qualification des produits, et donc le fait qu'il y ait un acteur dans la chaîne qui vienne prendre ce rôle de qualification des produits. Sachant que de base, dans tous les cas de figure, on a de toute façon le diagnostiqueur PEMD, donc pour produits, équipements, matériaux, déchets, qui va prendre la place du diagnostiqueur déchets et à qui on va demander du coup d'identifier les produits, équipements, matériaux qui sont potentiellement réemployables sur les options. Donc, pas forcément d'aller jusqu'à la qualification des performances de ces produits, ça ce sera justement le rôle du qualificateur ou du tiers-lieu de reconditionnement, mais en tout cas, voilà, d'apporter des premiers éléments
sur l'identification de ces PEMD qui sont potentiellement réemployables. Et donc, il y a un besoin de monter en compétence de la formation des diagnostiqueurs sur le sujet du réemploi et puis plus généralement en fait sur la réalisation du diagnostic PEMD. Et donc voilà, ça fait partie des sujets qui ont été identifiés par le décret, par la loi AGEC, de monter en compétence et de développement de compétences pour les diagnostiqueurs. Donc, il y a plusieurs acteurs qui développent des formations, dont du coup, le service du CSTB Formation. Sur le... Merci. Bah, du coup, avant d'enchaîner sur le diagnostic PEMD, je vais faire participer un peu les personnes qui nous écoutent en lançant un second sondage, justement, parce que tu parlais des PEMD, ce serait de savoir pour eux qu'est-ce que signifie PEMD. J'ai glissé un indice. Donc, première réponse, ce serait produit, équipement, menuiserie et déchets. Deuxième réponse, produit, équipement, matériaux, déchets. Troisième réponse, produit, entretien, matériaux, déchets. Donc, pareil, je vous laisse une quinzaine de secondes pour y répondre. Donc, que signifie PEMD? Donc, je propose de... Ah, pardon. Donc, en voyant les résultats, effectivement, la bonne réponse, c'est produits, équipements, matériaux et déchets. Du coup, sinon, je te laisse enchaîner sur le diagnostic PEMD. Ouais. Merci. Donc, diagnostic PEMD, voilà, là, tout le monde à peu près tout le monde est raccord. Donc, produits, équipements, matériaux, déchets, ça prend la suite du diagnostic déchets avant démolition qu'on avait, qui existe depuis 2011. Abou, je te laisse peut-être revenir à la présentation. Donc voilà, on part de la situation d'aujourd'hui, en tout cas c'est celle-là, un diagnostic obligatoire depuis 2011 qui est uniquement pour la déconstruction, supérieur à 1000 m². Et donc l'objectif, voilà, on a l'estimation des quantités et l'identification des filières. Donc ce diagnostic est réalisé en amont des chantiers de déconstruction. Et il y a une obligation de complétion d'un formulaire de récolement, mais qui, elle, n'intervient qu'en fin de chantier. Qui aujourd'hui se fait sur le site de l'ADEME. Donc ça, c'est la situation actuelle. Ce qu'on peut voir du coup sur la slide suivante, c'est que il y a un certain nombre de constats assez partagés qu'on peut dresser aujourd'hui. Donc on a un dispositif très clairement ascendant, donc il n'y a pas de retour au maître d'ouvrage. Ça intervient en fin de chantier, donc le diagnostic en tant que tel peut être annexé au DCE, mais sinon il n'y a pas d'utilité autre. Il y a un manque de confiance globalement dans la qualité des diagnostics, ce qui fait qu'on est rentré dans un cercle un peu vicieux où s'il y a un manque de confiance, on considère que ça ne sert pas à grand chose, donc on va au moins 10 ans. Donc si on va au moins 10 ans, bah forcément c'est difficile d'avoir de la qualité en face. Un sujet très déchet, donc et pas réemploi. Sur le fait que les travaux de rénovation ne sont pas concernés, alors qu'ils génèrent quand même beaucoup de PEMD, notamment sur les déchets non dangereux qu'on a du mal aujourd'hui à valoriser. Tout ça aboutissant au fait qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui est peu respectée. On estime que le formulaire de récolement est complété dans moins de 5% des cas. Pourtant, on a un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on considère que personne ne fait le diagnostic et en même temps, tout le monde considère qu'un bon diagnostic, c'est le point de départ d'une vraie stratégie de valorisation de la ressource, de la matière, de la mise en place d'une stratégie de valorisation. Donc, l'objectif du diagnostic PEMD, en fait, c'est de partir de ces constats-là et de dépasser un peu cette contradiction et en proposant du coup un diagnostic PEMD qui soit revu, qui soit plus ambitieux et qui soit plus utile pour l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est sur la slide suivante. Voilà, clairement, on a la loi AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire qui
qui est sorti en 2020 et qui l'introduit, donc première étape, l'introduit le fait qu'on élargit le périmètre, notamment en rénovation significative. Et puis, donc, l'objectif, c'est de l'appliquer à partir du 1er janvier 2022. Donc, sur le slide, voilà, c'est un petit cadrage réglementaire. Sur la slide suivante, les gros sujets, on a donc, notamment l'extension du périmètre. Donc, ça a été, je l'ai déjà dit, donc on va avoir les opérations de rénovation significative, de réhabilitation significative. Donc, il y a une définition là assez précise de ce qu'on entend par réhabilitation significative. Mais on va quand même assez vite rentrer dans la définition de significative. En fait, quand il y aura des rénovations assez, qui seront assez vite d'ampleur, on va rentrer dans le périmètre de réalisation, d'obligation de réalisation du diagnostic. Donc ça a vraiment changé les choses. Deuxièmement, c'est le renforcement du réemploi. Donc, on ne parle plus de déchets uniquement, on parle de produits, équipements, matériaux, déchets. La partie PEM, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le réemploi, le potentiel de réemploi. Donc, la hiérarchie des modes de traitement. Et puis, un des points qu'on introduit en plus, c'est les compétences du diagnostiqueur. Jusqu'à aujourd'hui, n'importe qui, globalement, peut être diagnostiqueur. Là, il va falloir justifier d'un certain nombre de compétences. Slide suivante, on voit qu'on a du coup dans les changements aussi au niveau de la transmission, donc c'est le CSTB qui va prendre le relais de l'ADEME sur la gestion de la plateforme numérique qui va être associée au diagnostic, avec du coup les objectifs, c'est qu'on facilite aussi on rend le dispositif un peu plus utile aux différents acteurs, qu'il y ait une mise en visibilité des diagnostics en amont, mais ça j'y reviendrai, c'est fondamental, et puis qu'il y ait aussi une facilité de contrôle du respect de la réglementation pour pouvoir appliquer les sanctions qui s'imposent si le dispositif n'est pas respecté. Ensuite, un point extrêmement important dans l'évolution du diagnostic, c'est l'idée de le rendre plus utile aux acteurs. Donc, d'un côté, aux maîtres d'ouvrage sur lesquels repose l'obligation réglementaire d'avoir un retour d'information pour les encourager du coup à aller jusqu'au bout du dispositif et qu'il y ait un vrai intérêt de leur part pour que ce ne soit pas uniquement une obligation réglementaire, qu'il y ait une remontée d'information, qu'il y ait aussi un retour d'information utile pour qu'ils puissent juger de la qualité de leur opération. Et puis l'autre point qui est vraiment fondamental, c'est la mise en visibilité des informations contenues dans le diagnostic en amont des opérations. Partant du principe qu'aujourd'hui, les diagnostics ne sont pas trop exploités. En fait, on va, au moment des marchés de déconstruction, mettre le démolisseur ou le déconstructeur devant une forme de double injonction, donc d'aller très loin, le plus loin possible sur la valorisation, et de l'autre, lui demander de faire tout ça dans des délais très courts. Et donc, voilà, on voit qu'il y a une forme de contradiction devant ces deux exigences, et puis que si les pénalités de retard sont importantes, c'est souvent le cas, très vite, on se retrouve dans des logiques de valorisation très classiques. Et donc, l'objectif, là, derrière la mise en visibilité de l'information, c'est de pouvoir exploiter le temps entre la réalisation du diagnostic et le lancement des marchés de dépose pour y mettre en visibilité les gisements et du coup que les filières de valorisation puissent derrière se montrer intéressées ou pas, et qu'en fait ce temps-là entre le diagnostic et le lancement des marchés puisse servir à identifier les filières de valorisation. Ensuite, le maître d'ouvrage pourra soit avoir une volonté assez proactive et donc de choisir les filières de valorisation s'il le souhaite, ou potentiellement s'il le souhaite avec ses différents accompagnants, directement identifier les filières qu'il veut activer. Mais sinon, dans tous les cas de figure, ce sera des informations importantes et intéressantes qui pourront être transmises aux entreprises de dépose et de déconstruction pour qu'elles puissent derrière proposer l'offre la plus performante possible en termes de valorisation, de respect des délais, de maîtrise de la contrainte économique. Donc, voilà, je viens de détailler là, les deux premières fonctionnalités. Et ensuite, il y a un autre point derrière, c'est faciliter le contrôle de cette réglementation. Aujourd'hui, on a un vrai sujet de plusieurs réglementations dans
le milieu du bâtiment et de la construction, de contrôle du respect de la réglementation. Et donc, l'objectif est aussi derrière le développement de cette plateforme, de pouvoir créer les conditions pour renforcer les capacités de contrôle du respect de la réglementation. Avec, du coup, en mode opératoire, l'implication, donc autant que possible, des futurs utilisateurs, des futurs bénéficiaires de la plateforme, avec, du coup, la création de groupes d'utilisateurs qui ont démarré. Le premier, il y en a 3 qui sont prévus. Le premier a eu lieu il y a déjà quelques semaines. Là, vous avez du coup un peu une synthèse des fonctionnalités de la plateforme PEMD. Donc avec en gros 4 types d'acteurs différents, les maîtres d'ouvrage qui vont déposer les informations et qui vont recevoir derrière des informations en fin de chantier pour pouvoir analyser la qualité de leur opération, et puis qui vont aussi recevoir des alertes sur les manifestations de filières. Ça, c'est le deuxième bloc, donc les acteurs du bâtiment et de la valorisation. En fait, le maître d'ouvrage, s'il le souhaite, va pouvoir mettre en visibilité les gisements avec, pour le coup, un certain nombre de garde-fous pour éviter d'identifier de manière trop précise le chantier et éviter la problématique de vol. Mais voilà, qu'il puisse y avoir tel type de gisements vont être présents enfin, à peu près à tel endroit et seront disponibles à peu près à tel moment. Et à partir de là, il y a une manifestation des filières pour proposer des solutions de valorisation optimales. Donc, voilà, c'est la deuxième typologie d'acteurs qui est concernée par la plateforme. Ensuite, on va retrouver les collectivités, notamment pour vérifier, donc, par exemple, au moment d'une dépose d'un permis de construire sur un site qui est déjà construit, qu'elle puisse facilement vérifier qu'il y a bien le diagnostic qui a été réalisé. Et puis derrière, un volet plutôt statistique, notamment de remontée d'informations statistiques au niveau des pouvoirs publics et notamment du ministère et de l'ADEME. Donc voilà pour les fonctionnalités. Dans le calendrier, donc comme je le disais, donc on est sur une logique là de finalisation des fonctionnalités en accord avec des groupes utilisateurs qui ont été constitués. Le premier a eu lieu il y a quelques semaines, il y en a encore 2 qui sont prévus. Et donc qui auront lieu plutôt début d'année prochaine. Donc il y a un mail, une plateforme pemd@cstb.fr si vous souhaitez suivre les travaux, pouvoir participer. Et donc ensuite, aujourd'hui, les développements qui sont prévus, c'est d'avoir une plateforme qui soit totalement opérationnelle à la fin de l'année 2022, avec une version intermédiaire qui permette du coup de prendre très rapidement la suite de la plateforme ADEME avec un certain nombre des premières fonctionnalités, mais déjà qu'on puisse reprendre le flambeau assez rapidement. J'en ai fini, je pense, sur la présentation de la plateforme. Exactement. Merci Sylvain. Du coup, je vais rajouter, pardon, à vous un dernier point que j'ai oublié de préciser, hein, mais sur la logique là, de développement, sur le sujet du réemploi et la logique de développement des guides qui vont permettre après derrière de faciliter la reconnaissance des process et des performances en vue d'un réemploi. N'hésitez pas du coup à revenir vers nous hein, si vous souhaitez participer, soit en contribuant parce que vous avez des retours d'expérience, soit parce que vous souhaitez du coup tester des méthodologies, soit parce que éventuellement vous souhaitez financer aussi une partie des guides. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez du coup contribuer à la dynamique. C'est bon, merci. Okay. Du coup, avant de passer aux solutions de formation, un dernier petit sondage pour savoir un petit peu quel type de sujet vous intéresserait en formation. J'en ai listé quelques-uns, la valorisation des déchets, le réemploi, le diagnostic PEMD, l'économie circulaire en phase conception ou le volet assurantiel. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Quel sujet de formation vous intéresserait? La valorisation des déchets, le réemploi, le diagnostic PEMD, l'économie circulaire en phase conception ou le volet assurantiel?
Donc, attendez. Donc, on voit que vous êtes 13% à être intéressé sur la valorisation des déchets, 18% sur le réemploi, c'est assez homogène. 17% sur le diagnostic PEMD, 36% sur l'économie circulaire en phase conception et 16% sur le volet assurantiel. Donc, je vais enchaîner avec les solutions de formation en faisant un focus sur une nouvelle formation que nous proposerons en 2022 qui forme au métier de diagnostiqueur PEMD. Comme Sylvain vous l'a précisé, le métier de diagnostiqueur est devenu un métier émergent. Et donc, en partenariat avec le CEDRE, qui est le syndicat des entreprises de déconstruction, de dépollution et de recyclage, on a mis en place une formation certifiante qui forme au métier de diagnostiqueur avec deux types de parcours. Un parcours condensé pour les diagnostiqueurs déchets, diagnostiqueurs amiante qui sont déjà en place sur une durée de 35 heures parce qu'on estime que sur ce métier émergent, la plupart des personnes qui se positionneront seront essentiellement les diagnostiqueurs déjà en métier. Et on a quand même pensé à un parcours long, plutôt orienté pour des personnes qui sont débutants ou en reconversion, qui serait aux alentours de 300 heures. Donc, le CEDRE serait organisme certificateur et le CSTB Recovering serait chargé de dispenser les formations. Sur la slide suivante, donc la prochaine session que nous proposons sur le parcours condensé aura lieu du 31 janvier au 4 février. D'ailleurs, si vous souhaitez vous inscrire, il reste encore quelques places. Là, je vous ai mis un petit détail du contenu qui sera dispensé lors de la formation. Avec le premier jour, un rappel des contextes et des rappels généraux, puis un panorama des procédés constructifs. Le jour 2, on attaquera le cadre réglementaire, la gestion des déchets et les filières de réemploi. Sur le troisième jour, ce sera gestion des déchets et réglementation des produits dangereux. Le jour 4 dédié à la méthodologie de diagnostic PEMD, les relevés en tonnage et estimation des quantités. Puis on terminera par une étude de cas avant un dernier jour qui est destiné à l'examen devant le jury. Donc, comme je vous le disais, c'est une formation certifiante qui est en cours de dépôt auprès de France Compétences. Donc, à terme, elle sera éligible au CPF. Je vous ai mis par ailleurs différents liens, le lien vers la formation de diagnostiqueur pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour s'inscrire. Donc là, actuellement, on a planifié une session qui commence le 31 janvier, mais d'autres sessions seront planifiées au cours de l'année 2022. Uniquement sur ce parcours. Pour le parcours long, il est possible qu'on planifie une session d'ici la dernier trimestre 2022. Mais n'hésitez pas à consulter notre site pour vous tenir informé des différentes dates de session. Ensuite, je vous ai mis d'autres liens vers les formations que l'on propose sur l'économie circulaire, avec la formation sur la valorisation des déchets du bâtiment dans une logique d'économie circulaire, une formation sur une journée. On a également une autre formation d'une journée sur l'économie circulaire en conception des projets. Et pour ceux qui sont intéressés plutôt sur l'aspect réglementaire de la loi AGEC, anti-gaspi et économie circulaire, on propose une classe virtuelle pour appréhender et comprendre cette nouvelle loi. Sachant qu'on a encore deux autres formations qui ne sont pas mentionnées dans le lien, mais que je rajouterai avant qu'on vous envoie la présentation. On a une formation sur le diagnostic PEMD, mais qui ne sera pas certifiante parce que je pense que dans les personnes qui sont intéressées, il y a également des personnes qui souhaiteraient juste avoir des notions sur le diagnostic PEMD et pas forcément devenir diagnostiqueur. Donc, on a également une formation de 2 jours qui sera proposée sur le sujet. Et on aura également aussi une classe virtuelle qui sera sur les aspects assurantiels, qui est en cours d'élaboration, mais qui devrait être proposée probablement au cours du deuxième trimestre 2022.
Donc, si vous avez un projet de formation sur mesure, n'hésitez pas à contacter notre ingénieur conseil Myrtille, dont vous trouverez les coordonnées ici. Et puis, sur la dernière slide, ce que je voulais vous partager, c'est le lien vers notre site, sur lequel vous pourrez découvrir notre nouvelle offre de formation 2022. Et également notre chaîne YouTube sur laquelle on commence à avoir pas mal de contenu avec des sujets en 30 secondes. Par exemple, là, je vous ai mis comme exemple le diagnostic PEMD en 30 secondes, le réemploi en 30 secondes. Mais vous y retrouverez pas mal d'autres vidéos sur d'autres thématiques qui devraient probablement vous intéresser. Donc, je vous propose de prendre un petit peu de temps. Je suis désolé, on a un petit peu débordé. Prendre un petit peu de temps sur les différentes questions que vous aviez. Commençons avec une Le temps que la première question arrive, peut-être ajouter que on est preneur aussi de vos suggestions sur les besoins en termes de formation. Par exemple, dans le sondage, il me semble qu'il y avait 36% des gens qui mettaient en avant le besoin autour de l'éco-conception. Est-ce que c'est plutôt à l'échelle ouvrage et est-ce que la formation là, que vous mentionnez autour d'intégrer l'économie circulaire en conception d'un projet, c'est une formation qui, à votre sens, peut répondre à votre besoin. Enfin, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous proposer des sujets potentiels pour de nouvelles formations. Première question, pouvez-vous préciser ce qui est considéré comme étant une rénovation significative avec le pourcentage du montant des travaux par rapport à la valeur du bâtiment? Alors, j'ai pas la définition exacte en tête, parce que c'est pas par rapport à un chiffrage des travaux au mètre carré, du type plus de, je sais pas, 100 ou 200 euros du mètre carré, on rentre dans la partie significative. C'est le fait de toucher à plusieurs éléments de l'ouvrage. Mais globalement, dès qu'on va être dans une rénovation énergétique, type, dès qu'on va être soumis à la réglementation thermique, la vision globale là, de la RT existante, on va être globalement dans le scope de la réhabilitation significative. Quand on va refaire la configuration de bureau, globalement, et qu'on va toucher plusieurs éléments, qui peuvent être les sols, les cloisons, les faux plafonds, par exemple, on va aussi rentrer dans ce périmètre de la réhabilitation significative. Donc, il y a une définition qui existe, qui est définie dans un des décrets qu'on vous a mentionné. Je ne l'ai pas exactement en tête, vous pouvez la retrouver facilement, mais on va assez vite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va quand même très vite se retrouver sous le périmètre de la réglementation dès qu'on va faire une rénovation, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit plus associée au rafraîchissement. Donc ensuite, question suivante. Y a-t-il une meilleure acceptabilité des assurances concernant le réemploi des matériaux? Alors, il faut voir ce qu'on entend par acceptabilité des assurances. Le principe, d'un point de vue assurantiel, il y a un graphique qu'on pourra vous mettre de la commission de prévention de produits qui résume assez bien la situation. On a en gros des techniques courantes et des techniques non courantes. Les techniques courantes, c'est tout ce qui va être couvert notamment par les normes, les DTU et également du coup, par les avis techniques ou les ATEX qui sont proposés par le CSTB. Et on a un schéma assurantiel classique. Technique non courante, on va se retrouver dans une logique au cas par cas. Donc, quand on parle de réemploi, on est plutôt aujourd'hui dans les techniques non courantes. Donc, on a besoin d'avoir des échanges au cas par cas. En tout cas, les assureurs sont quand même très mobilisés sur le sujet et ont à cœur de trouver des solutions du coup, pour l'assurabilité des produits, équipements, matériaux de réemploi. Donc pour faciliter, mais on est quand même aujourd'hui dans une logique de cas par cas. Et c'est pour ça du coup que le fait de passer par d'écrire les choses, en fait, globalement, on a toujours besoin à un moment d'écrire les choses, de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, est-ce que ce qu'on fait, on est d'accord ou pas là-dessus, est-ce qu'on s'autorise des variantes ou pas. Mais déjà, il faut écrire des choses pour dire voilà comment on propose de faire. Et donc, le fait de rédiger les guides et derrière de pouvoir les faire reconnaître pour intégrer justement ce volet technique courante et rentrer dans un schéma un peu standard d'assurabilité. Ça, c'est une démarche où
il y a déjà eu beaucoup d'échanges là-dessus. Globalement, les assureurs sont tout à fait partants pour pouvoir accompagner cette dynamique. Autre question. Où pouvons-nous trouver la liste des guides de réemploi? Alors, bonne question. Aujourd'hui, il n'y a pas de, il y en a pas directement. Vous pouvez aller sur le site de la Fondation Bâtiment Énergie. Il y a un axe de recherche autour du réemploi. Là, vous trouverez tous les guides. Donc, il y a les guides de l'enjeu A, il y a 8 guides. Vous pouvez aller sur le site du projet FCRBE pour retrouver les livrables, dont les fiches matériaux. Il y a voilà, au niveau du booster, il y a le booster sera notamment présent aussi, le booster du réemploi au mois de décembre. Donc vous pouvez aussi regarder les annonces qui seront faites dans ce cadre-là. Aujourd'hui, c'est pas encore totalement, voilà, il n'y a pas de site qui recense ça. On est en train là, de mettre en place la prochaine étape c'est pour ça que je faisais un peu un appel à manifestation d'intérêt pour être associé aux travaux. On est en train de mettre la prochaine étape au niveau de la fiabilisation de l'offre, sur le fait déjà de présenter la liste des familles de produits qui sont a priori propices au réemploi, sur le fait de montrer les familles sur lesquelles il y a déjà des guides, sur lesquelles il y a besoin de guides ou sur lesquelles il y a besoin de consolidation de guides, et puis derrière de travailler sur la reconnaissance de ces guides par l'ensemble des acteurs pour, comme je le disais, rentrer dans cette logique technique courante, assurabilité simplifiée, et en fait faire en sorte qu'on soit dans un process tout à fait standard. Je propose une autre question. À quel moment déposer le diagnostic PEMD? Est-ce que c'est au dépôt du permis de démolir, au dépôt du permis de construire, à la passation de marché de démolition? Non, le PEMD, il faut le déposer dès qu'il a été fait. Parce que le principe, c'est d'exploiter le temps entre le PEMD et le lancement des marchés pour exploiter ce temps-là, pour identifier les meilleures filières de valorisation, constituer les meilleures offres, voilà, et trouver le bon équilibre entre être ambitieux sur la valorisation et le faire avec les contraintes, on va dire, économiques de jeu d'acteurs locaux, avec capacité d'acceptation locale. Donc, plus c'est mis en ligne tôt, plus il y aura du temps pour pouvoir exploiter pour pouvoir identifier les filières et trouver les solutions qui sont les plus pertinentes pour le chantier. Je te propose une dernière question. Pour les diagnostics PEMD réalisés début 2022, la plateforme sera-t-elle opérationnelle? Sinon, comment faire? Et même question pour les formulaires de récollement. Ouais. Alors, il y a concrètement, la plateforme, de toute façon, ça c'était déjà prévu, elle ne sera pas opérationnelle au 1er janvier 2022. Donc, de toute façon, il y aura une étape transitoire entre le 1er janvier 2022 et la mise en route, enfin, entre la mise en route du diagnostic PEMD et la mise en route de la première version de la plateforme. Donc là-dessus, on fait en sorte que ce délai soit le plus court possible, on met tout en œuvre pour que ce délai soit le plus court possible. Et puis après, il y aura des informations qui viendront du ministère, du site de la plateforme, du site de l'ADEME pour préciser les modalités transitoires. Ok. Pour toutes les personnes qui demandent un lien vers le replay et la présentation qui a été faite pendant ce webinaire vous sera transmis. Donc, je vous propose de clôturer à l'instant, sachant que c'était le dernier webinaire qu'on proposait cette année. Et puis, rendez-vous en 2022 pour un prochain webinaire. Sylvain, je te remercie pour ton intervention. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à vous et merci de votre participation.